Voilà. Une vraie rédition pour l'époque, et je lui laisse la parole. Alors, oui, je vais équiper. Voilà. Comme ça. Bon, c'est bon. Ça va. C'est bon. Bien, écoutez, je vais prendre donc la suite après ce brillant exposé de Stéphane, ça va être un peu difficile. Alors tout d'abord, deux remarques liminaires pour tout à l'heure éventuellement, et surtout pour comprendre la chose. D'abord, c'est donc une épopée en Coupe d'Europe de l'UEFA, qui est, vous le savez, l'ancêtre de la Ligue Europa, mais qui n'a rien à voir avec le Capharnaüm qui est devenu la Ligue Europa aujourd'hui. La Coupe de l'UEFA était finalement, véritablement, on peut le dire, une Coupe de Ligue des Champions bis, puisqu'on y trouvait véritablement les équipes placées de la 2e à la 5e place de leur championnat, et on avait donc des équipes de très haut niveau dans ces deux coups. Le second point, c'est qu'il faut oublier le peu que vous savez, ou si vous savez rien, c'est mieux, c'est-à-dire la Corse de 1978 n'a strictement rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Donc si vous analysez cette épopée avec le filtre actuel, vous n'y comprendrez rien, tout simplement. Voilà. Il ne faudra pas surdimensionner, surinterpréter des éléments qui, certaines fois, ont une signification exactement inverse de celle qu'on veut leur donner à l'heure actuelle ou qu'on entend leur faire jouer. Alors, j'ai mis donc ici en représentation celui qui est considéré comme un des meilleurs joueurs insulaires de toute l'époque du football corse, c'est-à-dire Claude Le Pape. Et je voudrais, sur cette épopée qui présente un caractère à la fois identique à celle de Saint-Étienne et profondément différent, parce que la situation insulaire est évidemment totalement différente de celle du bassin minier. C'est pour ça, si vous voulez bien, que rapidement, pour ne pas tomber sous la censure et les foudres du président, j'aborderai l'aspect sportif, bien sûr. Ensuite, l'aspect identitaire, parce que cette épopée se déroule dans un contexte insulaire politique très lourd, très tendu, l'existence de mouvements indépendantistes armés. Il y a une moyenne de 300 à 400 attentats par an, il y a une centaine de prisonniers politiques, donc on est dans une Corse très très tendue, qui n'a, nous dire, rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Nous verrons bien sûr l'aspect national. Y a-t-il eu un impact finalement, un écho de cette épopée bastiaise au niveau national, et si oui, comment? Et puis nous terminerons, si vous voulez bien, sur la forme d'héritage, et là encore une fois, de manière peut-être surprenante, on verra que cet héritage a pratiquement disparu. Alors je vais en respecter un peu en disant cela, mais je veux dire que l'aspect d'héritage, l'aspect de construction identitaire est soit partiel, soit effacé. Je devais intervenir dernièrement à l'ancien CREPS à Ajaccio, à la demande des formateurs, car 80% des élèves du CREPS ne connaissaient tout simplement pas cette épopée-là. Donc c'est assez significatif. Finalement, je ne suis pas intervenu tout simplement parce qu'il y a eu des grèves et des soucis qui ont fait que je n'ai pas pu me rendre à Ajaccio. Alors, commençons d'abord par l'aspect sportif. Et vous voyez, le premier élément que j'ai voulu indiquer, c'est le fanion. Nous y reviendrons tout à l'heure. Il n'a rien d'identitaire. Il représente tout. C'est le fanion de l'époque officielle. La Tour, qui est la ville de Bastia, et le club qui n'est pas le Sporting Club Bastier, mais qui, de 63 à 88, de 1963 à 1988, sera le Sporting Étoile Club Bastier, puisqu'il y a eu une fusion avec le club de l'Étoile. Et cependant, sur le maillot, c'est bien la tête de mort qui va figurer. Alors, sportivement, les résultats sont connus. Le club va surprendre par une série de 7 victoires consécutives. La 7e étant d'ailleurs marquée par un 7-2 contre Iéna, une équipe de l'Est rugueuse de l'époque. Mais la surprise, c'est surtout que le club s'impose autant chez lui qu'à l'extérieur. Et d'ailleurs, les victoires à Florian sont des victoires difficiles. Chaque fois, que ce soit contre le Sporting Lisbonne, contre Newcastle, contre Torino, le club est mené à la mi-temps. Et il ne revient finalement, vous le voyez, qu'avec des victoires étriquées. Et c'est à l'extérieur que le triomphe est assuré. La deuxième partie du parcours est beaucoup plus difficile. Il est vrai que le club court 3 lièvres à la fois. En championnat, il est toujours en course. Il est entre la 3e et la 5e place. Et il est en quart de finale de la Coupe de France. Et il se retrouve bientôt en finale de la Coupe de l'UEFA. Or, à l'époque,
nul ne songe évidemment à mettre une équipe réserve pour jouer par exemple la Coupe de France. Ce qui serait le cas aujourd'hui, on ferait des choix. C'est impensable à l'époque, tout simplement. Et il y a aussi un problème de structure, c'est que le club étant financièrement toujours à la limite, courir 3 lièvres à la fois, c'est aussi la possibilité d'engranger un peu plus d'argent. Et finalement, cet aspect-là va tuer le club, puisque vous le savez, les joueurs arriveront complètement exténués en finale, avec des semaines et surtout obligés de jouer pratiquement un match tous les 2 jours, 3 jours, pour rattraper les matchs en retard. Le championnat se terminant avant à cause de la Coupe du Monde 78. Donc, la première véritable peut-être victoire importante, c'est celle contre Newcastle, ici, obtenue à la 89e minute, avec 2 buts de Pâques. Mais le surnom sportif, c'est certainement, bon Paul, désolé, la victoire donc obtenue sur le terrain de Torino, qui 2 ans auparavant a été champion d'Italie en 1976 et qui avait terminé second l'année précédente. Or, s'imposer face à une équipe italienne en Italie, à l'époque, c'est finalement quelque chose d'assez exceptionnel pour un club français. Par contre, si on peut mettre, je me dis, ouais. Je suis désolé, je n'ai pas les capacités techniques de Stéphane, donc je dois avoir recours. Je vais passer, si ça marche, le premier but de Bastier à Torino, qui est un modèle finalement de jeu collectif. Bon, j'espère qu'il y a le son, on va dire le mot. Bon, bah, j'espère que on va revenir peut-être. Non, ça ne marche pas. Bon, on va essayer de trouver les images et puis on va y revenir. Donc cette victoire à Torino qui marque effectivement qui est importante à 2 niveaux, à 3 niveaux on peut le dire, on en développera un peu. Sportivement d'abord, parce qu'elle s'obtient chez un club italien. Secondo, effectivement, dans le rapport compliqué entre la Corse et l'Italie, ça a un symbole. Et aussi parce que, au niveau national, finalement, la presse, qui jusque-là avait quasiment ignoré le club insulaire, va le découvrir, pour la simple et bonne raison qu'il n'existe plus d'autres clubs français qualifiés en Coupe d'Europe. Et comme par hasard, on en dira 2 mots tout à l'heure, soudain, dans la presse nationale, ce ne sont plus les Corses, mais on parle désormais des Français de Bastia. Et nous aurons à développer justement cette chose-là. Jusqu'à Torino, ce sont les Corses qui ont de la chance sur le terrain. À partir de Torino, ce sont les Français qui jouent bien. Donc il y a là effectivement des enjeux que vous comprenez bien. Alors, bon, on va continuer donc sans les images, on va peut-être... non. Bon, c'est dommage, on a de bon, mais écoute, tant pis, c'est pas grave. Écoute, on va revenir, oui, je vais avancer du coup avec le... bon, tant pis. On va voir le but de Larios à Torino, c'est pas grave, on va faire avec. Donc l'équipe de Torino qui est incontestablement ce match de Torino le plus important. Alors en termes, bon, on va continuer comme ça, c'est pas grave. Écoute, en termes de ce qu'on appelle aujourd'hui le merchandising, on note également que la victoire à Turin est aussi importante pour le club, qui jusque-là n'avait fait pratiquement aucun effort pour vendre des produits dérivés. Et on le voit bien sur le premier drapeau donc, qui est vendu, qui est obtenu après la victoire. Même pas, juste avant le match contre Iéna, c'est parce qu'il y a eu la victoire contre Torino qu'on va commencer effectivement à proposer des objets à la vente, ce qui à l'époque était très rare, très difficile de trouver des objets. Ce seront une série de fanions et vous remarquez que là aussi le match de Torino est finalement un tournant puisque le fanion du match Bastia-Torino est différent des autres, tout simplement parce qu'il est le premier. Et qu'ensuite le club fera éditer 2 fanions pour les matchs précédents, puis développera le reste. C'est également bien sûr la vente d'autocollants, ce qui à l'époque est très très rare, et puis même les philatélistes qui rendent leur enveloppe le jour de la finale. Autrement dit, vous l'avez compris, le club va occuper l'ensemble du champ, on peut le dire, économique en quelque sorte, et pour un club toujours à la limite des moyens, c'est effectivement important. Des livres, un livre du journaliste Victor Signé, qui sort lui aussi après la victoire sur Torino, et donc il fera d'ailleurs un ajout pour la suite de la compétition, un numéro spécial du Corse Matin après la finale contre Eindhoven, perdu contre Eindhoven, qui relate la fabuleuse histoire des Bleus dans un titre classique et bien connu. Enfin, des disques, alors là, écoute, je suis désolé, il y avait aussi le... Mais non, quand il n'y a pas de son, oui, le son peut-être on peut.
Alors peut-être, écoute, alors une série de disques, bon d'abord, disque évidemment de Tino Rossi, c'est-à-dire qui comporte deux couplets, évidemment d'un niveau, vous vous en doutez, assez, disons, moyen. Un premier niveau Ah ben tiens, voilà, là. Ah bon, si on peut voir le but alors. Ce sera très bien. On va. Ouais, tu y es. Voilà. Alors, si on peut revenir en arrière, parce que. Attends, on va revenir en arrière pour que vous ayez le but au moins, parce que là, il est pas. Voilà. Voilà, donc on va voir la suite, il y a les autres, on va voir les 5 buts, quoi, hein. Vous les trouvez facilement donc, sur YouTube et on va écouter, alors j'espère, écoute Yvan, cette chanson, bon, quand même, il faut bien le dire, très médiocre, mais comme l'ensemble de ces chansons dont nous dirons 2 mots. On va écouter quand même le premier couplet et puis les trouver, spécialement pour toi. C'est Nicolas Perrat, donc un chanteur de l'époque. Ça va, longtemps? Ça va? C'est jeune, hein? Voilà, c'est dans les mêmes styles tout à l'heure. RMC, la tête de mort. Ouais, RMC, alors on va dire 2 mots après, justement, par rapport aux médias, puisqu'elle est axée un peu sur le journalisme, puisque, bon, plus de... Voilà, bon, c'est bon, c'est la suite. Alors, on va quand même vous éviter de vous infliger ce genre de choses, quand même, et on va revenir, merci beaucoup, Jean-Paul. Voilà, revenir. Donc, il y a ce disque avec un premier couplet en corse et un autre en français, bon, qui simplement sorte de phénomène compensatoire, on en dira 2 mots, pour un club qui avait été longtemps montré comme un club violent, avec des supporters, disons, inconstants et également violents. Donc ici, ce qui ressort soudain, c'est que le club devient un modèle, et évidemment, il y a là vraiment une grande compensation. Le second, voilà, le second c'est Nicolas Perrat. Bon, le troisième, vous voyez bien, c'est du football probablement, même si les jeunes filles semblent peut-être proposer d'autres services. Et enfin, bon, le contenu de ces chansons, il est toujours le même, très stéréotypé, c'est-à-dire le sens de l'honneur, les valeurs, bref, bon, une image qui est celle de la Corse du 19e siècle, réellement, celle de Mérier. Plus intéressant peut-être, c'est un chansonnier local qui va reprendre, bon, je n'ai pas mis les paroles, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'exploitation vraiment du victimisme, c'est-à-dire que le couplet, c'est tout simplement, Bastien, qu'est-ce que tu espères, tu n'es pas les verts, et pourtant tu vas l'emporter. Donc voilà, vous le voyez, sportivement, en termes de, je dirais, d'environnement, il y a effectivement un engouement que l'on pourrait comparer à celui qu'on a vu pour Saint-Étienne. Mais comme je vous l'ai dit, la Corse n'est pas effectivement le Forez. Et les poupées Basset se déroulent dans un contexte particulier. La première remarque, c'est que la presse insulaire, on note dans la presse insulaire une transformation même par rapport au vocabulaire employé. Ici, c'est un numéro spécial pour Circle Sporting, avec encore Sylvain Bastille, c'est-à-dire le produit de Bastia. C'est intéressant parce que ce magazine, qui est un magazine, on va le dire, entre guillemets, pour l'époque de gauche, avait, quelques mois auparavant, alors que le club finissait 3e du championnat de France, n'avait utilisé que le français. Et c'est la première mutation qui est sensible, mutation en termes de pratique et également de pratique, on va bien le noter, de pratique de supporterisme. Et ce n'est pas la première coupe à laquelle participe Bastia, parce qu'elle avait été éliminée par l'Atlético Madrid, 0-0 et 1-2. Or, lorsque l'on regarde le maillot des joueurs bastiais de l'époque, on le voit, en 72-73, la tête de mort est insignifiante, alors qu'elle était énorme, vous l'avez vu tout à l'heure sur les maillots, et vous remarquerez bien que c'est Allez Bastia qui est utilisé et non pas Forza Bastia. Et c'est là le deuxième point important, c'est qu'il est incontestablement
pour les Corses, au-delà du phénomène compensatoire, il est aussi pour le mouvement autonomiste qui se développe. Alors là, attention, encore une fois, on va dire le mot, ne confondons pas le mouvement autonomiste avec le mouvement nationaliste indépendantiste, dont nous dirons deux mots, qui lui s'est totalement, d'ailleurs on va dire deux mots dessus pour s'éclairer, qui lui s'est totalement désintéressé de l'épopée basquiaise. Il n'a pensé qu'à un moment à l'utiliser, c'était lors de la finale, il était prévu finalement de déclencher un attentat lors de la finale contre les forces de l'ordre, pour faire sauter donc les camions remplis de CRS, de manière à provoquer une réaction, un véritable bain de sang. L'idée c'était en fait une sorte d'attentat sur le modèle irlandais ou sur le modèle basque. Finalement, au dernier moment, les clandestins ont bien heureusement renoncé. Mais voilà, c'est le seul point. En revanche, pour les autonomistes, c'est du pain béni. Pourquoi? Parce que ce qui est mis en avant, d'abord, c'est le côté, finalement, communauté de destin de l'équipe. 5 Corses dans l'équipe seulement. Le reste sont soit des joueurs venus de l'étranger, soit des continentaux. Il est intéressant que Kearn, d'ailleurs, donne une définition, finalement, du peuple corse, qui est une définition ouverte. Et, en même temps, vous le voyez, le fait de dénommer les basses, les anciens gredins, etc., permet d'éclipser totalement le côté français de l'aventure. Pas une seule fois, on a parlé ici de la France. En revanche, c'est bien la capacité du peuple corse à assimiler les éléments externes et a donc à proposer une nouvelle mouture de lui-même. Autrement dit, une définition ouverte de l'identité. C'est un élément qui est important, où l'on compare, vous le voyez, la langue et le football, finalement, les deux peuvent s'apprendre. Et à un moment où le mouvement autonomiste est accusé de racisme, c'est bien sûr un élément pour lui important. Pour autant, lorsque l'on regarde un peu les pratiques partisanes de l'époque, vous l'avez vu à propos des disques, ces disques sont diffusés dans les travées de Fouriane. Ce qui veut dire que l'épopée entière se déroule sur fond musical en langue française. Les slogans, certes Forza Bastia, mais essentiellement aussi en langue française. Bref, vous l'avez compris, en réalité, ce qui est ici affirmé, c'est à la fois le particularisme et chose importante aujourd'hui, bien sûr, et le fait d'être finalement enfin reconnu à l'intérieur du cadre français comme des Français à part entière. C'est ça un des éléments de l'épopée de l'époque qui échappe totalement à la logique si on lit avec les éléments actuels. Quels sont quelle est la portée nationale extérieure? Bon, d'abord, vous voyez, je ne sais pas si quelques-uns connaissent encore ce jeu. Oui, bon, oui, nous oui, mais bon, je pense pas. Oui, bon, oui, Paul aussi, mais après, bon, hein, c'est disons l'ancêtre des tablettes ou autre chose. Et le club de Bastia, oui. Oui, Magnifoot. Donc l'équipe de Bastia, effectivement, va faire partie des équipes qui sont proposées par ce jeu important. La presse nationale, évidemment, quels que soient les magazines, va titrer un peu sur, vous voyez, sur Bastia, à différentes époques. Vous voyez donc ce que je vous disais par rapport à l'emblème sur le maillot. D'ailleurs, il est à noter, là, encore une fois, l'importance du match de Torino. Jusqu'au match de Torino, vous le voyez à droite, avec le numéro du foot, le maillot est bleu, les couleurs du club, avec la tête de mort. À partir de l'élimination de Torino, et du moment que Bastia est le seul club français représenté, la fédération va exiger que le club indique SCV au-dessus de la tête de mort, parce qu'elle estime que, autrement, ça fait trop maillot d'équipe nationale. Et là, bien évidemment, on voit comment politique et sport se mêlent, et donc le club va être obligé d'indiquer SECD au-dessus de la tête de mort. Voilà donc les différentes images. Bastia a dit une tour secret, et à l'intérieur d'ailleurs, le journaliste reprendra une métaphore révolutionnaire, puisque je n'ai pas mis autrement il y a cette place, mais à l'intérieur c'est le fond de l'air est bleu, bon vous aurez compris à quoi fait allusion le journaliste, mais c'est montrer aussi que finalement le club Bastiais représente quelque chose de révolutionnaire dans le sens où il gagne, et que à domicile et extérieur ça n'a aucune forme d'importance. Gagner en Italie et gagner en Angleterre. Mais vous le voyez bien, l'idée c'est que finalement Bastia n'existe que parce qu'il y a eu Saint-Étienne. Et que, si on regarde la presse nationale, il y a en gros, si vous voulez, trois tendances. La première, c'est traiter l'aventure bastiaise sur le mode, finalement, très stéréotypé. Ainsi, un ouvrage dont nous verrons la une tout à l'heure, qui fait le bilan de l'année sportive, pour l'épopée bastiaise, titre simplement « Les aventures corses de deux Stéphanois », et toute l'épopée bastiaise est réduite au cas de l'Arios et la Cuesta. Et l'article se termine en disant « Seront-ils prêts pour la Coupe du Monde 82 ?» Tout le reste est effacé. Autrement dit, c'est avant tout, finalement, encore 5 heures pour ça. Donc, c'est finalement une épopée verte, bis,
qui est relevé. Le second point, c'est plutôt l'ouverture choisie par le miroir du football, c'est que certes, Saint-Étienne a ouvert la voie, mais qu'il y a une réalité insulaire incontournable, sans laquelle finalement l'épopée bassaise ne pourrait pas être transportée ailleurs. Et puis enfin, il y a carrément, très durement, France Football qui en mars, encore une fois, après le match de Torino, rappelle très brutalement que la Corse, elle est française, que Bastia, c'est la France, et qu'à partir de là, il n'y a rien finalement de véritablement corse à l'intérieur, c'est français. D'ailleurs 11, c'est très intéressant, je l'ai noté, le magazine 11, à partir du moment où Bastia donc reste de ce club, comme je vous l'ai dit, jusque-là c'était, ce que je vais y voir parce que j'ai oublié mes lunettes, donc j'espère que oui. Voilà, 11 titre la chose suivante, pour les matchs qui suivent. Donc en l'espace de 4 numéros, soudain, Bastia devient le club Bastier devient le seul ambassadeur de la France. Le premier club français à parvenir en quart de finale de la Coupe de l'UEFA. Les Bastiens ont le signe d'honneur d'entrer dans les légions du football français. Et enfin, Bastia est le troisième club français à participer à une finale de Coupe européenne. Voilà, cette longue insistance. Bien évidemment, on ne peut pas, entre guillemets, mêler les sports à la politique. Dans la réalité, c'est fait très clairement. Que reste-t-il de tout cela? Très vite au niveau national, c'est oublié. À peine le match contre le Lorraine est terminé que c'est fini. La preuve, voyez, l'année du football 78, pas une image sur Bastia. Si on compare avec celle de 76, les Verts apparaissent 2 fois lorsqu'ils ont joué leur finale. Mais le must, c'est peut-être effectivement le livre d'or du foot, là où il y a les aventures corses de Stéphanois. Là, il y a quand même un effort en 4e de couverture, hein, mais c'est Rep, entre Hollandais, parce que Rep a joué la Coupe du Monde. Mais ce qui est encore plus terrible, c'est que le journaliste ne connaît même pas le nom du club, ça devient le FC Bastia. C'est-à-dire que vous le voyez bien, en l'espace de quelques heures, c'est réglé, c'est fini, on passe à la trappe, on ne parle plus. Bon, qu'est-ce qu'il en reste? Eh bien, aujourd'hui, il reste finalement, de la part des supporters nationalistes, une sorte de réinterprétation lorsque le club va mal. Ici, le club avait loupé la montée en Ligue 1 en 2008, et finalement on compare effectivement avec le passé, ne pas oublier le passé pour savoir où l'on va. Hein. Donc, Ramintas d'Aouassat par la haine, c'est-à-dire donc se souvenir du passé pour affronter l'avenir, mais c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Il y a aussi, de mauvais goût, une sorte de récupération de l'aventure européenne associée au clandestin, on ne voit pas trop pourquoi et comment, mais enfin bon bref, des t-shirts qui d'ailleurs n'a pas connu un grand succès. Autrement, il reste finalement un livre sorti il y a 2 ans de cela, qui reprend l'essentiel de l'épopée. C'est le premier depuis 78, c'est dire qu'à la différence des guerres, il y a plus vraiment important, il n'y a rien. Il y a ensuite une cassette devenue depuis un DVD, repris par la station Affaire 3, dont nous avons vu un extrait tout à l'heure sur le match de Torino. Il y a quand même, pour une marque spécialisée dans les répliques, le Club Acier, qui fait partie de ces quelques équipes donc, historiques. Ça veut dire que l'impact extérieur n'est pas totalement oublié. Et puis il existe surtout un site internet, vous le voyez ici, hein, donc pour que notre histoire reste dans la légende, enfin reste toujours une légende, plus exactement. Donc rien de bien important. On peut signaler quand même le fait que le dernier film de Jacques Tati était consacré à Bastia, puisque à la demande du Club Méditerranée, qui était le sponsor du Club Bastia de l'époque, Jacques Tati a réalisé un film qui n'a jamais été finalement ni diffusé ni monté, et qui a été redécouvert très tardivement, en l'an 2000-2001. Un ouvrage est sorti il y a 2-3 mois de cela, qui fait le point sur le côté cinématographique et sportif. Bon, c'est moi qui ai rédigé deux, trois lignes là-dessus, et qui est très important parce que le film s'arrête au moment où le match commence. C'est donc vraiment un hommage aux supporters et à la ville. Hein, un film à voir qui dure un peu moins d'1 heure, même 3 quarts d'heure, hein, qui est important. Et puis en 2007, une pièce de théâtre donc moderne, jouée plusieurs fois donc, à Paris, Force à Bastille, mais c'est à peu près tout. Et comme je vous l'ai dit, je devais intervenir donc au Crêpes pour finalement réinterpréter. L'épopée s'est effacée en gros pour plusieurs raisons. Peut-être en partie aussi parce que, on l'a dit, les conditions culturelles, politiques ont profondément changé. Quant au niveau national, on peut le dire, il n'en reste rien. On est loin des hommages. De temps en temps, oui, effectivement, je crois pour les 40 ans, il y a eu un entrefilé dans l'équipe, mais c'est à peu près tout. Et d'ailleurs, je terminerai là-dessus. Vous le voyez même, le logo du club qui, lui, a totalement changé aujourd'hui, rappelle la date de fondation, 1905, et bien sûr, la tête de mort,
chose, vous l'avez vu, totalement absente. Autrement dit, l'épopée a bien été ressentie comme cela, je terminerai là-dessus, au niveau national, comme une sorte de succès d'année, de continuité des vers, mais très vite effacée, et au niveau insulaire, comme une revanche. Enfin, nous sommes reconnus pour ce que nous sommes, c'est-à-dire les meilleurs, et en même temps, une affirmation identitaire, mais tout ça dans un cadre finalement très légaliste. Voilà, je ne vais pas dépasser. Voilà.